Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur le Grand Talk. Excellente semaine à vous. C'est encore à Beaunois que 15 partis de l'opposition réunis ont signé le samedi 21 septembre une déclaration autour de 8 thématiques qui, selon le groupement de partis politiques signataires, sont essentielles et capitaux pour un bon déroulement des élections de 2025. Ils appellent le gouvernement à engager un vrai dialogue inclusif pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Nous démarrons maintenant et on en parle. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous parlons maintenant de la déclaration de Beaunois, issue donc de cette séance de travail de 15 partis politiques d'opposition réunis à l'effet de produire un document pour faciliter, selon eux, les élections en Côte d'Ivoire à venir. Marius Komoué, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle. Vous allez bien? Je vais parfaitement, merci de vous en préoccuper. Daouda Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir. Vous allez bien également? Très bien. Très bien. Élisée Boloubeux, en pleine santé? Oui, bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Herman Abra, bonsoir. Christelle, ton sourire me donne du sourire. Bonsoir chez vous. Et je sais que vous allez bien, très cher. Ça va. Herman, nous restons avec vous. Beaunois encore une fois pour cette séance, cette réunion donc des partis politiques, 15 partis politiques qui ont répondu, on va dire 14, qui ont répondu à l'appel du MGC, du mouvement donc de Mme Simone Gbagbo, enfin Simone et Yves, et qui ont produit une déclaration autour de 8 thématiques. Déjà, est-ce que Beaunois, pour vous, a une symbolique particulière où il fallait bien trouver un site? Moi, je pense que ça doit avoir une symbolique. Vous savez, depuis les activités, depuis la séparation, on peut dire, du FPI, de la création du même du MGC, Mme Simone Gbagbo aimait toujours prendre ses grands rendez-vous chez elle, notamment à Beaunois. Elle a eu même à faire plusieurs activités là-bas, donc on va pas. C'est d'abord cette symbolique-là. Maintenant, on est dans un environnement où les gens... il y a une question, une certaine leadership sur la question de qui est à l'origine des grands engagements pour l'opposition et autres. Il y a eu l'appel de Beaunois. On suppose que quand le PPACI va à Beaunois dans l'antre de Mme Simone Gbagbo pour appeler appeler les autres partis de la gauche, oui, de l'opposition de la gauche, à aller sur certaines questions. Voilà, c'est bien entendu que... Et surtout qu'elle a été, normalement, de façon stratégique, le MGC était déjà au départ de cet appel-là à l'union des partis de l'opposition. Donc, après la rencontre qu'elle a eue avec les autres partis politiques et mouvements de la société civile, tout à fait normal qu'elle reparte dans son antre pour baliser un peu avec ses amis. Donc, moi, je pense que pour elle, la déclaration de Beaunois, pour ne pas dire l'appel de Beaunois, ça a un autre sens. Aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est la déclaration de Beaunois. La déclaration de Beaunois. Élisée Boloubeux, cette déclaration de Beaunois qui a vu la participation de 14 partis politiques, plus le MGC, contrairement donc à l'appel de Beaunois, qui pour l'instant n'a pas encore reçu écho favorable. Votre réaction là-dessus, Élisée? Je pense que ça fait partie du dynamisme politique. Le fait que les partis se retrouvent pour mettre ensemble, pour accorder leur violon sur des questions qu'ils pensent d'intérêt. Moi, je pense que on ne peut que saluer ce dynamisme-là. Maintenant, après, c'est de regarder dans le fond les éléments de la déclaration, c'est-à-dire ce qui est réclamé par ceux-ci. Moi, déjà, une chose que je note de positive, c'est qu'il y a une volonté de s'approcher des tenants du pouvoir pour ouvrir un dialogue politique. Moi, comme je le dis toujours, tant que les Ivoiriens ont pris la peine de s'asseoir, de se parler, de s'écouter, on a toujours trouvé des solutions. Donc cette initiative, pour moi, elle est vraiment salutaire. Maintenant, il faut être honnête de le reconnaître dans les points qui ont été abordés. S'il y a des points qui, à mon sens, peuvent trouver peut-être solution, ou du moins peuvent permettre qu'il y ait une convergence de position, que ce soit au niveau de l'opposition, notamment de cette plateforme-là, que du pouvoir. Mais il y a certaines questions pour ma part qui, pour moi, relèveraient au regard du calendrier qui nous reste jusqu'aux élections, relèveraient pour moi de
ça sera difficile voilà, que ces points-là soient... Alors, on va regarder les points. On a donc la révision du code électoral qui a été demandée, la réforme de la CEI, la révision de la liste électorale, la révision du découpage électoral, la sécurisation du processus électoral, le financement des élections, la communication et enfin les réformes constitutionnelles induites. Quels sont les points qui, selon vous, ne pourront pas avoir écho favorable? Moi, déjà, l'un des points pour moi qui sera difficile à résorber maintenant, la réforme de la CEI. Pourquoi? La réforme de la CEI, parce que la réforme de la CEI, déjà, sous-entend qu'on doit retoucher la loi électorale, en fait. Ça veut dire qu'il y a tout un mécanisme qui doit vraiment subir un ensemble de mutations. Ce n'est pas très évident, dans le laps de temps qui nous reste, de pouvoir faire face à ça. Deuxièmement, il y a la question de la révision du code électoral. Moi, j'estime que le code électoral, dans l'état actuel, le réviser, pour moi, c'est biaiser un peu le système. Pourquoi? Parce qu'on a déjà entamé des élections locales, des élections depuis 2021 jusqu'à maintenant. Donc, venir réviser le code électoral maintenant, alors que le cycle est censé, pour moi, s'achever avec les grandes élections générales à venir, ça serait un peu biaiser le système. Donc, ça serait un peu difficile. Par contre, la question sur la sécurisation du processus électoral, pour moi, c'est naturel, c'est normal. Ça, je ne vois pas que ce soit du pouvoir ou bien de l'opposition, quelqu'un qui va être contre ça. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il est nécessairement, indiqué qu'on puisse sécuriser, comment on appelle ça, le processus électoral. La communication, pareil. Les réformes, comment on appelle ça, le financement des élections. Moi, je pense que c'est des éléments sur lesquels on peut toujours discuter. Quoique j'estime pour ma part que l'État donne déjà suffisamment aux partis politiques. Très bien. Moi, j'estime pour ma part, à un moment donné, il faut qu'on puisse adresser ces fonds-là à d'autres secteurs qui, pour moi, sont des secteurs vitaux primordiaux. Déjà, on disait se mettre ensemble pour pouvoir lutter, pour pouvoir faire passer leurs idéaux, qui se trouvent les moyens de faire avancer leur idéologie, en fait. Merci beaucoup, Marius Komoré. Le point d'Élysée, c'est qu'il y a certaines thématiques qui ne pourront pas avoir écho favorable. Par exemple, pour lui, la révision donc, du code électoral qui induit implicitement d'autres actions, un process à mettre en place, et encore d'autres points dont il a parlé. Quel est votre regard sur les 8 points sollicités donc à discussion, à débat par les groupements politiques? Bon, alors, il faut dire tout simplement que quand on a régulièrement appelé les populations à boycotter justement les processus électoraux, quand on a régulièrement appelé, on s'est détourné d'aller aux joutes électorales, tant au niveau de la présidentielle que des élections générales, eh bien, après, on se retrouve à demander... Ce sont les effets, en fait. Mais bien entendu, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire de façon claire et distincte, l'opposition a ses militants et ses sympathisants qui sont les plus nombreux absents de la liste électorale, par la faute des leaders politiques de l'opposition qui avaient appelé leurs militants et leurs sympathisants à ne pas se faire enrôler sur la liste électorale par le passé. Aujourd'hui, ils sont tous, bien entendu, d'accord d'aller donc aux élections, tant présidentielles qu'aux élections générales en 2025. Alors, à partir du moment où il se retrouve qu'il y a nécessité d'aller aux élections, il faut bien maintenant poser les problèmes de la refonte, justement, du code électoral, du découpage électoral. C'est vrai, nous le reconnaissons, et même en tant que société civile, je vais dire, nous le reconnaissons, que le découpage électoral, à l'état actuel des choses, présente beaucoup, justement, de préoccupations. Lesquelles, par exemple, on va prendre une ou deux préoccupations, Marius? Il y a un certain nombre de dysfonctionnements que nous constatons. Par exemple, quand vous prenez les 30 nouvelles circonscriptions sur un total de 255 créées par le pouvoir actuel, vous constaterez que 16 de ces 30 nouvelles circonscriptions sont au nord. Et donc, au-dessus de Bouaké, une région qu'on dit être totalement favorable au régime actuel. Et donc, c'est tous ces aspects-là qui amènent les uns et les autres à élever la voix, je vais dire l'opposition, et à demander une refonte donc, du code électoral et donc du découpage électoral, mais également et surtout de la liste électorale pour pouvoir naturellement faire l'enrôlement de leurs militants et de leurs sympathisants. Juste une question, pensez-vous que ces 8 points sont donc réalisables en l'état actuel des choses? À l'état actuel des choses, est-ce que le temps le permettra? Puisque la Constitution, vous l'avez dit, dès lors qu'on doit réformer certaines dispositions exigées par... Il faut retoucher la loi. Il faut toucher la loi. Or, nous savons tous que pour toucher la loi, il faut aller à un référendum. Daouda, vous avez écouté vos amis, sauf Herman qui n'a pas encore réagi sur la question des 8 points, mais vous avez écouté Élysée et Marius. Quel est votre postulat, Daouda? En fait, j'aimerais faire une précision dans ce que M. Marius Komoré a dit, parce que j'aimerais le ramener à ses fiches.
parce qu'il y a une grosse erreur qui vient de se glisser dans ce qu'il a dit. Dans le point donc des circonscriptions. Oui. Depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara en 2011, il n'a créé que 4 nouvelles communes. Oui. Il s'agit notamment de Atié-Guakro, de Gbeleban, d'Assini Mafia et de Ndoussi. Et j'aimerais rappeler et porter à sa connaissance qu'en 1995, sous feu Henri Konan Bédié avait créé 20 nouveaux sièges de députés qui a fait passer le nombre de députés de 155 à 175. Tout à fait. En 2000, M. Laurent Gbagbo, alors président de la République, avait créé 50 nouveaux sièges, dont 25 dans le Grand Ouest et 13 dans le district d'Abidjan. Alassane Ouattara, en 2011, il a créé 30 nouveaux sièges de députés, ce qui nous a fait passer à 255 sièges. Tout à fait. Donc ce qu'il a dit en disant que le président de la République a créé des circonscriptions au-dessus de Boaké, c'est totalement faux et ça se détache violemment de la vérité. Il n'a pas bien suivi. Donc, effectivement, il n'a pas suivi. Il n'a pas bien suivi. Vous êtes totalement hors sujet. Il finit son point, vous allez reprendre la parole, voilà. Marius. Donc, en gros, ce que je veux dire... Ça peut arriver, voilà, ce que je veux dire, il faut qu'on précise les choses. Aujourd'hui, les gens aiment beaucoup parler du découpage électoral, mais le monsieur n'a pas créé... Le monsieur? Quand je parle du monsieur, je parle d'Alassane Ouattara. Le président n'a pas créé le président de la République. comment on appelle ça, des communes propres à lui. Oui. Chaque président en a créé, et lui, sous sa mandature, il n'en a créé que 4. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour revenir sur la question de l'union, plus ou moins, ou bien réunion de la gauche. Oui, et des thématiques abordées. Hein. Moi, j'estime que, comme Élisée le disait, en la matière, il y a des points qui seront difficilement traitables. Notamment, il a parlé du découpage électoral, c'est difficile à traiter. La réforme de la CEI et puis du code électoral. Pour vous, ces 3 points-là sont quasiment impossibles. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais ça sera difficile. Vu le temps, on n'a qu'à 1 an et 2 mois d'une élection présidentielle. Il faut faire attention. L'autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est vrai que Herman a estimé que c'était Bonois, c'est normal, c'est chez Mme Simone et Yves Gbagbo. Mais il faut souligner qu'en matière de politique, tout est question de symbole. Et en politique, tout acte que l'on pose, tout geste qu'on fait, le choix même de la ville qu'on fait... A une symbolique? A une symbolique. Et c'est un message clair. Quelle symbolique alors? Pour moi, le message, il est clair en la matière. Oui. Simone Gbagbo et ses camarades aujourd'hui envoient le message clair au PPSCI, au GPS. L'appel de Bonois, dans la forme dans laquelle vous êtes, on ne se sent pas concerné. Voici comment moi... Voici la déclaration de Bonois. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Parce qu'il y a il y a au moins 50 ou 30 autres villes en Côte d'Ivoire ici, ou régions en Côte d'Ivoire ici, qui pouvaient recevoir cette réunion-là. Finalement, ça a été Bonois. Pourquoi Bonois? Je pense que c'est ça qui est là. Très bien, on va revenir sur le point de Bonois. Marius, comme vous avez été interpellé tout à l'heure dans le propos de Daouda. Je n'ai pas encore parlé. Non, en fait, il n'y avait pas de polémique. Hein. Oui, dans les faits, j'avais plutôt parlé des 255 circonscriptions, donc de députés qui ont ramené le chiffre, des circonscriptions. Je disais, tout simplement que sur les 30 nouvelles circonscriptions créées, eh bien, pour atteindre les 255 députés, eh bien, 16 sont favorables au Nord. Je n'ai pas dit sont favorables à un régime. Je n'ai pas dit sont favorables à un président de la République. Sont favorables à une région qu'on dit être. Oui, il a dit ça. Voilà, qu'on dit être favorable au régime actuel. Très bien. Bonne précision, on continue notre débat. C'est plutôt moi. Herman Aboua, vos amis ont réagi sur les 8 points. Élisée, Daouda, messieurs, la paix des braves, on va écouter Herman. Élisée, Daouda, on dit un point qui est essentiel à ce débat. Ils disent que le timing pourrait faire en sorte que certains points seraient quasiment difficiles à obtenir. Quel est votre regard là-dessus, Herman? En l'occurrence, la révision du code électoral. Bon, moi déjà, je voudrais, sur la question de la symbolique de Bonois, je voudrais simplement dire à ceux qui peut-être qui ne perçoivent pas, c'est 2 appels très différents. L'appel de Bonois, ça consiste à rassembler les amis de l'opposition ou bien de la gauche pour pouvoir atteindre un objectif ensemble. La déclaration de Bonois, c'est une injonction qui est demandée, qui est requête auprès du gouvernement concernant des points
qui sont essentielles. Dans tous les cas, l'objectif est pareil, mais dans tous les cas, ça ne dit en rien que le MGC de Mme Gbagbo n'est pas favorable à l'appel de Bonoa. Tous les partis politiques aujourd'hui attendent justement le contenu de cet appel de Bonoa qui n'est pas encore arrivé. Et je voudrais faire d'abord ces clarifications et pour avancer. Maintenant, concernant, lorsqu'on me dit les différents points qui sont égrenés par les partis qui ont fait la déclaration, ce sont des points qui vont, si jamais le gouvernement donne suite à ces points, vont créer un climat, c'est parce qu'on recherche un climat apaisé pour aller aux élections. Je prends par exemple la révision du code électoral. La révision du code électoral, le code est en vigueur là, c'est par ordonnance qu'il a été institué. Déjà en 2012. Et il a été même modifié par ordonnance. Or, un code électoral, c'est une loi organique qui permet... Aujourd'hui, on sait que l'Assemblée nationale, les députés, les sièges des députés sont à majorité pour le RHDP. Donc, on ne serait-ce que créer le débat pour qu'on en parle, même si, quitte après de voter pour cette loi organique, comme les députés RHDP le souhaiteront. Deuxième chose, la réforme de la CEI. La réforme de la CEI, même le nom aujourd'hui de la CEI, là, ça pose problème pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui pose problème? Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, peut-être qu'on va revenir là-dessus, du président de la CEI qui allait rencontrer des Ivoiriens en France. Mais ça a été, tout à l'heure dans le débrief, ça a été un capharnaüm. Pourquoi? Parce que justement, les gens ne voient plus, les populations ivoiriennes ne perçoivent plus la CEI, l'institution, comme une institution crédible aujourd'hui. La réforme de la CEI, nous tous, on est aujourd'hui d'accord que c'est une histoire entre partis politiques. Il ne peut pas être en même temps juge et arbitre. Même si ce sont eux-mêmes qui ont souhaité cela, tout le monde souhaite qu'aujourd'hui, ça soit remis peut-être à des personnalités qui ne sont, qui ne sont entachées d'aucune corruption, enfin, qu'on ne soupçonne de rien. Voilà des choses. D'abord ça. Je continue pour égrener. Quand je reviens même au découpage électoral. Mais le découpage électoral, Kong a 3 députés pour 87 000 habitants. À l'épée, là, il y a 180 000 habitants. Un seul siège de député. Ne serait-ce que ça, mais on peut aller plus loin. À Diaké, il y a 100 000 habitants. Un député. Minignan, Kanyanso, 89 000 habitants. 2 députés. Broulequin, 120 000 habitants. 2 députés. Voici, je ne vais pas revenir encore sur ce que Marius a dit sur les 30 circonscriptions. Donc le découpage électoral aujourd'hui, le débat des sièges, des débats à l'Assemblée nationale, c'est le découpage électoral qui le permet. Mais c'est déjà, certains ont déjà la balle et sont déjà dans la défense de leurs adversaires. Est-ce que le match est équitable? Voilà des questions essentielles. Je prends même la sécurisation du processus, et je ne vais pas revenir là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que Élysée a dit là-dessus. Mais sur la question de la communication. Mais par le passé, quand le président, le régime Gbagbo était là, il y avait le décompte des temps d'antenne de façon régulière, chaque mois. Et quand on regardait même ce décompte des temps d'antenne, sur les médias d'État, l'opposition avait la plus grande part en termes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate au niveau de la RTI, au niveau comment on appelle de Frat Matteo. Quel est le point? Mais le point, allez-y voir le journal de ce soir de 20h de la RTI, vous saurez quel est le point. Il y a ce débat-là. Le média d'État, un média d'État, il faudrait garantir un accès équitable à toutes les opinions. Ce n'est pas le cas. Voici des questions existentielles. Mais ça, lorsque des partis politiques se regroupent pour en parler, pour faire en sorte que le débat électoral soit sain et qu'on dise non, qu'on est trop... Qu'est-ce qu'on est à 12 mois, à 14 mois des élections, ou même 12 ou 13 mois. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Tout est question de volonté politique. Moi, je pense qu'on peut le faire. Il suffit juste de décider où on va y arriver. C'est la vision d'Élysée et de Daouda. Le gouvernement n'a pas encore réagi, officiellement. Donc, on ne peut pas débattre. Par contre, Herman, sur le point des temps d'antenne aux différents partis politiques, et ensuite Élysée va réagir, on ne sait pas, en tout cas, vous étiez dans le secret des dieux à une certaine époque. Non, quand vous dites que vous étiez dans le secret des dieux, non, ce qui se passe à la télévision ivoirienne, Herman, tout le monde est témoin de cela. Chaque mois, Franck Adesson Kwasi, qui était le président de l'institution, donc quand vous avez dit que j'étais dans le secret des dieux, je vous dis que même le téléspectateur le moins averti, c'est qu'il y avait quelqu'un qui venait faire le décompte. Est-ce que vous êtes sachant, vous étiez dans le cœur du dispositif? Si vous voulez. Les couvertures médiatiques arrivent-elles au même titre pour que justement les équipes soient envoyées de façon unanime et consensuelle vers les projets qui sont réalisés par les partis politiques, où là encore, il y a un tri.
Juste savoir. Mais, moi, pour ce que je sais, quand on était à la RTI, chaque mois, en début du mois, le président du CNC, qui est remplacé aujourd'hui par la ACA, qui était Franck Nguesson-Kouassi, venait, ou bien le secrétaire général de son institution, venait et donnait le communiqué des temps d'antenne du mois précédent. Et là-dessus, on voyait bien tous les partis politiques avaient leur part de prise d'antenne. Période électorale. Et même pas en période électorale. C'était pas en période électorale. Non, non. Attendez, ce n'était pas en période électorale. C'était devenu une tradition. En période électorale, l'institution, le CNCA, a justement renforcé cela en faisant en sorte que le partage soit équitable, des temps d'antenne soient équitables, notamment sur les questions des débats et autres là. Il faudrait qu'ils aient les mêmes périodes. On va revenir. Vous pouvez aller selon lui, il y a du travail à faire sur le point de la communication. On va écouter le point d'Élysée rapidement avant de recevoir notre invité. D'accord, ok. Moi, je veux rebondir rapidement sur la question des découpages électoraux et tout ça. Moi, je pense que faut qu'on soit le plus honnête possible. Sur la question du découpage électoral, tous les partis d'opposition, à chaque fois, en ont fait un débat. Chaque fois qu'ils étaient dans l'opposition, ils en ont fait un débat. Ceux aujourd'hui qui sont en train de contester le découpage électoral, là, c'est ceux-là qui justifiaient le découpage électoral il y a quelques années en arrière. Tout à l'heure, Daouda a donné des chiffres très éloquents. Sous Laurent Gbagbo, on a fait 50 députés. On a ajouté 50 députés, dont 38 dans la partie sud. Sur les 50, 38 dans la partie sud. C'est-à-dire qu'on avait à peine une douzaine dans la partie nord. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont venus, ils ont fait 30 députés, ils ont ajouté. Et dans les 30 députés, ils en ont mis 16 au nord. Donc 14 dans la partie sud. Vous voyez, justement, moi j'ai un problème. Il faut être honnête. C'est pourquoi la politique aujourd'hui doit se nourrir d'honnêteté. Il faut être honnête. Ça sera votre dernier point, Élysée. On se plaint du train de vie de l'État. Pourquoi en rajouter des députés à chaque fois? Parce que là, dans la revendication d'Ayman que j'attends, comme au nord, par exemple, il y a 90 000 personnes, il y a 3 députés, et qu'au sud, dans une telle localité, il y a 150 000, il faut qu'on ajoute 3 députés. Moi, ce n'est pas mon raisonnement. Mon raisonnement, là, les 250 députés qui sont là-bas, ils servent à quoi aujourd'hui? Est-ce qu'ils font le travail pour lequel ils ont été élus, en bonne et due forme? À un moment donné, il faut qu'on regarde le train de vie de l'État, et puis on essaie d'harmoniser en fonction des exigences. Élysée. Voilà, c'est un point sur lequel on va revenir, on va continuer notre programme, parce qu'on ne va pas vraiment s'en sortir à finir notre agenda si on réagit comme ça. On a un timing et on va le respecter. C'est la première partie, on va dire l'acte 1 de l'examen de cette déclaration. Allons-y à la seconde partie. Notre seconde partie, donc, va s'axer autour d'un invité qui est déjà là. Il s'agit de M. Lia Iyan Ferdinand. Il est le vice-président chargé de la région d'Abidjan-Lagune, porte-parole adjoint du Front populaire ivoirien. Il vient réagir justement à l'actualité chaude qui s'y passe. Monsieur Lia Ferdinand, bonsoir. Merci d'être venu. Bonsoir. Nous avons ici une déclaration donc, de monsieur Diabaté Bey, vice-président du parti, qui dit « Nous réaffirmons notre appartenance avec au partenariat avec le RHDP et militons pour sa consolidation dans la perspective de la présidentielle de 2025 en vue de garantir la paix et la cohésion sociale. » Il dit, l'appel de Bonois est pour nous sans objet. Les contacts du président Afi et le PPACI sont informels et secrets, pris en dehors de la direction du parti. Votre parti bat de l'aile, monsieur Lia Ferdinand. Est-ce que le FPI arrivera à tenir cette tempête? Merci. Mon plaisir. Alors, non, ce n'est pas le FPI qui bat de l'aile. Qui bat de l'aile? C'est quelques militants qui cherchent à se débattre pour trouver un envol. Et nous ne pouvons pas leur en vouloir, parce que c'est de leur droit de s'exprimer sur ce qu'ils pensent être juste pour eux. Mais quand on est dans un parti politique, on a plus d'obligations, on a plus de devoirs que de droits. Donc, ils auraient été bien placés quand ils agissent ainsi, si c'était une décision qui avait été prise dans une des instances du parti, puisque leur déclaration les confond eux-mêmes quand ils disent que le président du Front populaire ivoirien a reçu un émissaire du président Laurent Gbagbo en secret et que cette rencontre leur a été soumise à un organe du parti, il n'y a plus de secret. Et donc on ne peut pas sortir de ces organes auxquels on a participé
et pendant lesquelles le Front populaire ivoirien a pris des décisions et venu dire qu'il a fait des rencontres secrètes, il a parlé avec des gens avec qui il ne devait pas parler. Mais bon, quand eux-mêmes disent, nos camarades, vous savez, la politique, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure qu'il faut qu'elle se fasse avec beaucoup plus d'honnêteté maintenant. Élysée. Élysée l'a dit tout à l'heure, il faut que ce soit avec beaucoup plus d'honnêteté. Quand on a participé à des prises de décision dans une instance du parti, ce qui est inscrit dans nos statuts et règlements intérieurs, le comité central, d'abord avec le secrétariat exécutif, qui est une sorte de cabinet du président, parce que je crois que c'est évoqué à l'intérieur, on n'a pas tenu compte des propositions. Mais les propositions d'un secrétariat exécutif ne tiennent que pour le secrétariat exécutif. Parce que le secrétariat exécutif, en vérité, c'est un cabinet qui entoure le président et pour l'aider dans sa gestion. Ce n'est pas un organe de décision. Donc, quand on y va et qu'on fait des propositions, il faut que ces propositions soient acceptées par l'ensemble des militants dans des organes de décision. Très bien. Et l'un des organes de décision, c'est justement le comité central. Écoutons Daouda. Monsieur Lia, Laurent Gbagbo, à son temps, parlait d'enveloppe vide, parlant du FPI. Aujourd'hui, quand on voit des dissensions aussi flagrantes avec M. Godé, M. Diabaté-Bey, M. Isiaka, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la fracture du FPI où chacun va aller avec une partie du FPI pour parler comme le Premier ministre morceau par morceau? Bon. Est-ce que c'est ce qui risque d'arriver? Je ne sais pas si dans un élément de la nature qui est vide, il peut y avoir fracture. Je ne sais pas. Parce que dans ce qui est vide, là, est-ce qu'il peut y avoir fracture dedans? Ce qui veut dire que la première hypothèse, elle est fausse. D'accord. À partir de là, quand elle est fausse, tout ce qui vient est faux. Donc, il n'y a pas que nous sommes en train de créer une dissension. Non. Des camarades ont dit que nous avons fait un partenariat avec le parti au pouvoir, ce que beaucoup ont traité comme un partenariat contre nature et trucs. Mais j'avais voulu ramener ces personnes-là à un propos du président Félix Houphouët-Boigny en 1951 au stade Jean-André, je crois bien. C'est ça aussi. Actuel Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Quand il a dit que lui et Dignan Bailly, qui est un socialiste, se sont rencontrés pour sauver la Côte d'Ivoire, j'ai fait la synthèse. Dignan Bailly est socialiste. Houphouët-Boigny est un homme de droite. Et les deux se sont rencontrés pour l'intérêt national. C'est ce que le FPI a tenté avec le RHDP. Seulement, à l'intérieur de ce que nous avons tenté, nos partenaires se sont sentis désintéressés. Désintéressés parce que pour eux, tout est accompli. Nous disons que rien n'est accompli absolument. Les termes sont pesés. Alors, dans ces deux postures, on ne peut plus s'entendre, puisque nous disons on doit agir ensemble pour faire de sorte que la réconciliation dont on parle soit une réalité. Écoutez, quand on parle toujours et qu'on évoque Laurent Gbagbo, les gens pensent que c'est parce qu'on est attaché au nom. Non, on n'est pas attaché au nom de Laurent Gbagbo. Ça pouvait être n'importe qui. La Constitution ivoirienne, article 2, vous dit quoi? Aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Soro Guillaume est contraint à l'exil. Ça, moi, je n'aime pas personnellement Soro Guillaume pour le rôle qu'il a joué dans la rébellion. Mais je ne peux pas accepter aussi qu'un Ivoirien soit contraint à l'exil. Vous voyez? Donc, quand on parle, ce n'est pas pour le FPI qu'on parle, on parle pour l'intérêt des Ivoiriens. Mais que dites-vous de vos amis qui estiment qu'aujourd'hui, il y a une malgouvernance au sein du FPI et qu'aujourd'hui, il y a une gestion opaque du parti? C'est quoi une gestion opaque? Demandez à vos amis. Non, non, c'est vous à qui ils ont parlé là. C'est à vous que je vais demander. Mais ils parlent dans la presse, vous n'avez pas lu le communiqué? Vous êtes un analyste, non? Quand vous avez lu le communiqué au moins? Quand ils ont dit une gestion opaque, moi je ne vais pas venir justifier ce que je ne sais pas. Parce que je ne suis pas dans une gestion opaque. La preuve, aujourd'hui même, j'ai été nommé porte-parole. Et c'est la première fois que j'arrive ici en tant que porte-parole du Front populaire ivoirien. Donc il n'y a pas de gestion opaque. Tout se fait dans la transparence. Seulement ceux qui sont aveugles reçoivent le devoir et on ne peut pas leur en vouloir. Marius Kombo, question. Monsieur Lia, heureux de me retrouver en face de vous. Oui, j'espère qu'on est arrivé. On y va, Marius, pour la question. Je vais vous appeler bientôt. Soyez rassurés d'une chose. Ah bon, vous avez... Oui, non, le FPI a sollicité rencontrer les organisations de défense et de protection de l'intérêt des C'est important de pouvoir rassurer, enfin, de pouvoir dire les faits. Non, pour l'heure, je vais m'apaisantir sur la question politique. D'accord. On se souvient encore des déboires de votre président, M. Afin Guessan, en Belgique, et plus précisément en Bruxelles.
où il a œuvré mains et pieds pour pouvoir rencontrer le président Laurent Gbagbo en vain. On se souvient que durant tous les séjours de M. Laurent Gbagbo à l'étranger, suite donc à son interpellation par la Cour pénale internationale, M. Afi N'Guessan a encore et toujours œuvré pour le rencontrer, y compris à la prison de Schwenningen. Malheureusement, cela ne fit pas. Revenu à Abidjan, oui, la situation demeure. M. Afi n'a jamais pu rencontrer M. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, avec un appel soit dit de Bonois, y a-t-il nécessité véritablement que M. Afi regarde encore M. Laurent Gbagbo qui lui a laissé, pour emprunter les expressions de Daouda, une enveloppe vide et de cailloux à contourner? Vous savez, il va répondre. S'il n'y avait pas sur ce plateau des religieux, j'aurais dit que votre question est bienvenue. Merci. Mais que vaut Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon? Merci. Malgré tous les déboires que vous avez dit. Donc vous avez pardonné en fait. Jésus-Christ quand il n'y a pas de pardon? C'est tout en fait entendu. On comprend bien donc que le FPI dirigé par Pascal Afi N'Guessan a pardonné donc tout ce qu'il a eu comme déboire par rapport au PP. Enfin, au oui, en vérité, nous ne trouvons pas d'intérêt à dire « Ah, enfin, il a compris ». S'il a compris, c'est bien. Et c'est ce que nous saluons. Très bien. Ça va permettre aux uns et aux autres de calmer leurs ardeurs. Ceux qui étaient gros hier... Daouda, vous n'avez pas la parole. Herman Aboua. J'ai une question, c'est une très belle transition, hein, la question absolument de Marius à la mienne. Je voudrais revenir sur les signataires de la déclaration de Bonois du week-end dernier. On n'a pas vu, nulle part on a vu la signature du Front populaire ivoirien. Certains disent qu'ils auraient été là. Est-ce qu'aujourd'hui vous confirmez la présence du FPI là-bas? Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas leur signature? Est-ce que c'est parce que le PPACI n'a pas signé que le FPI aujourd'hui... Tu vas répondre à la question? Alors, vous savez... C'est plusieurs questions en même temps. Je vais revenir à la déclaration de nos camarades qui parlent de gestion opaque. C'est à ça que ça répond. C'est-à-dire? On a participé à tous les travaux de ce que vous avez vu. Vous étiez là, mais pas signataire. On a participé à toutes les étapes. Même la première signature, c'était là. Première signature, on était à la maison du PDCI. Le 21 septembre, on était à Bonois. Mais là, actuellement, on a un congrès en cours qui se prépare. Là-bas, nous allons décliner notre position et la marche que nous allons suivre pour arriver à 2025. Donc, ce qu'on voudrait demander à la presse, c'est d'être un peu patiente pour savoir où va le FPI et ce que fera le FPI après son congrès. Élisée Boloube. Monsieur Liayan, il y a plusieurs Ivoiriens qui se posent la question de savoir si le FPI est vraiment cohérent et sincère, surtout sur les prétextes avancés pour pouvoir mettre un terme au partenariat avec le RHDP. Un partenariat qui avait pour fondement la réconciliation et la paix, surtout. Ils disent ça pourquoi? Parce qu'ils estiment quand même qu'il y a quelques éléments de détente que le pouvoir en place a démontré, notamment la libération des prisonniers, même militaires, qui étaient emprisonnés depuis des années. On a eu quelques dégels d'avoirs, il y a eu quelques avantages qui ont été faits vraiment à plusieurs personnalités de l'opposition. Si tant est que c'était pour cette paix, pourquoi donc rompre alors au regard de tous ces faits posés? Alors, je vais vous mettre bien à l'aise, mon cher Élisée. Vous vous souvenez des différentes commissions qui ont été créées, CDVR, qu'on arrive et aussi. Exactement. Vous vous souvenez? Si. Alors, quand nous disons à notre partenaire que nous nous sommes réunis pour faire la promotion, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit sur ce plateau quand je parlais de la célébration des 8 femmes considérées comme les martyrs du RDR ou du RHDP ou les quelques morts de Diokwe qui se chiffrent à 800 et quelques en une seule journée. Quand on dit on va ensemble, le mieux à faire, c'est que quand on doit poser un pas, on appelle son partenaire, frère, Joe, il y a quelque chose à faire. Et puis, on s'assoit, on réfléchit et on y va ensemble. Dans le partenariat, dans les tests qui fondent ce partenariat, il a été dit que nous devons agir de concert. On n'a jamais agi de concert. Et la seule fois où nous avons fait une proposition, pour leur dire, eh bien, ça fait 1 an que nous sommes là. Faisons le bilan. Faisons le bilan comme... Quand nous, on dit que véritablement, il y a beaucoup à faire, vous dites que tout a été fait, alors donc faisons le bilan. On fait le bilan de ce que vous avez appelé libération des gens. On fait le bilan de ça et on voit ensemble ce qu'il y a à faire, ce qui a été fait et ce qu'on peut faire. Les gens disent qu'ils ne veulent pas.
Non, mais justement, le point, justement sur ça, M. Lia Ferdinand, ils disent que vous dites qu'après, ça change de forme, c'est plus un bilan, vous demandez des assises nationales. Attendez, moi je ne comprends pas les gens. On vous fait une proposition de test. D'ailleurs, avant d'écrire le partenariat, avant de signer le partenariat, nous avons fait une proposition de test que le RHDP a corrigé pour mettre à l'intérieur ce qui va les mettre à l'aise. Mais si nous faisons une proposition encore avec des tests, mais écrivez pour dire ce point, on n'est pas d'accord, ce point n'est pas d'accord. Si vous voulez qu'on fasse un bilan, allons, nous deux, à l'hôtel Ivoire, comme on l'a fait, on fait notre bilan, on se dit ce qu'on a à se dire et puis on sort. Nous avons dit, pour être honnête avec les Ivoiriens, il faut au moins adjoindre à ce que nous allons faire des organisations de la société civile. Au moins, ils ne diront pas demain que les partis politiques, RHDP, FPI, se sont cachés quelque part pour faire quelque chose et qu'ils n'ont pas compris et dire, faire des supputations. Nous disons qu'il faut aller ensemble. Et s'ils jugeaient nécessaire de faire le bilan de ce partenariat, ils l'auraient fait. C'est un manque de volonté qui s'est exprimé et nous en avons pris acte. Daouda. Monsieur Lia, je vais mettre le pied dans le plat parce que finalement, même si vous n'en parlez pas, le RHDP dit autre chose. Est-ce que quelque part, ce n'est pas le fait que votre président, M. Pascal Affi-N'Guessan, ait perdu plus ou moins lamentablement au Moronou, bien, on dit quoi au Moronou, non? Dans le Moronou, qui rend le FPI si amer, et notamment le président Affi si amer à l'endroit de son partenaire? C'est une question directe. Vous savez que le président Pascal Affi-N'Guessan est député? Non, on parle des régionales. Je demande si vous savez... Ne revenez pas sur la députation. On parle des régionales. Monsieur Daouda, je demande si vous savez que le président du Front populaire ivoirien est actuellement député dans le Moronou. Vous m'informez. Donc, est-ce que vous le savez? Vous m'informez maintenant. Alors, si vous n'avez donc pas l'information, je vous la donne. Ça veut dire qu'on n'est pas tenu au siège du Moronou. Ce n'est pas ce qui fonde la démarche du Front populaire ivoirien. Et au Front populaire ivoirien, on ne se bat pas pour son propre bien. Je vous le dis. Pourtant, à chaque prise de parole, votre président en parle à tout moment. Daouda, il faut qu'il réponde, s'il vous plaît. Parce que sur ce plateau, je vous ai dit, à moi-même, il a été fait des propositions. Je ne suis pas plus nanti que le président Affi-N'Guessan. Donc, si on devait faire des combats personnels, je serais parti depuis. Et si moi, je ne le fais pas, ce n'est pas lui qui le fera. Donc, ce n'est pas cela. Le partenariat est devenu sans objet. Très bien. Caduc. Donc, on peut le rompre. Élisée Boloubé, on s'en tient à ça. Élisée Boloubé. Voilà, on sait que le président Pascal Affi-N'Guessan est reconnu quand même comme quelqu'un de très apaisé et qui est souvent ouvert au dialogue. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que vos camarades qui n'ont pas épousé votre démarche, à savoir la décision du comité central de quitter ce partenariat, est-ce que vous les avez rencontrés? Est-ce qu'il y a eu des échanges? Est-ce qu'il y a des possibilités de dialogue? Ou bien vous avez juste pris une décision dans leur dos qui les limogeait, comme ce qu'on a vu aujourd'hui dans le communiqué? Non, parce que la discussion est fermée. On n'est même pas fermé à la discussion, puisque dans cette affaire, et avant qu'on arrive là, avant qu'on arrive à la décision de limogeage de ses camarades, c'est parce qu'ils ont posé des pas. Comme quelqu'un le disait, un d'entre et lui a eu le courage de démissionner, le vice-président Koulibaly Seydou, que je salue au passage, parce qu'il a eu le courage de démissionner. Quand tu ne veux pas, tu dis non. Et le président du Front populaire ivoirien, dans la conduite des affaires du parti, se fait entourer d'hommes. Quand vous ne voulez pas, vous dites non. Ce qu'ils ont fait ce samedi est un acte de défiance. Et quand ils ne sont pas prêts pour accompagner un homme dans sa gestion, le mieux, c'est soit de démissionner, soit on les démet. Donc vous conseillez à ce qu'ils vous les avez démis. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Ils ont été démis. Partant du secrétaire général Issaka Sangaré, donc devenu ex-secrétaire général, jusqu'à quelques camarades qui se sont fait mettre porteurs de cette idée. Est-ce que vous n'ouvrez pas la porte au mercato, justement, politique, à ce qu'il soit recruté par un autre parti? Madame, un militant convaincu ne se laisse pas acheter. Donc ils ont été achetés? Non, écoutez bien, elle a dit... Est-ce que vous avez la parole, Daouda? Elle a dit, est-ce qu'on n'ouvre pas la porte au mercato politique? Et je dis que s'ils sont des militants convaincus de leur marche en tant qu'hommes de gauche,
Ils ne peuvent pas se laisser acheter. Donc le mercato n'aura pas lieu. Rapidement. À moins qu'ils ne soient pas convaincus de ce qu'ils ont fait depuis et des combats qu'ils ont menés au sein du Front populaire. On a Marius et Herman pour terminer. Je voulais juste relever un point, c'est justement les dispositions actuelles de la nouvelle loi sur les organisations de la société civile qui nous impose de nous tenir très loin des activités des hommes politiques et des partis politiques. N'empêche qu'un parti politique, quoi qu'il fasse et où qu'il se trouve, pourvu qu'il exerce sur le territoire national, dans la perspective d'accéder au pouvoir d'État, puisse naturellement appeler des organisations de la société civile dans le secret espoir uniquement de parler de son projet de société ou de son programme de gouvernement, histoire de sensibiliser l'électorat sur cet aspect des choses. Nous en avons conscience, c'est pourquoi la loi ne nous interdit pas de vous rencontrer. Non, du tout. La loi, avoir la proposition. Voilà, nous on vient, on vous voit, écoutez, vous êtes société civile, mais voilà ce que nous avons comme offre. Exactement. Et on ne viendra pas vous demander de nous suivre dans notre combat perpétuel. On n'est pas couvert par la soyez sereins. Au regard de la situation actuelle au niveau du Front populaire ivoirien, vous nous avez parlé de questions de défiance de certains de vos camarades vis-à-vis de la direction de votre parti. Est-ce que le FPI ne va pas aujourd'hui vers une sorte de deux FPI, comme on a pu le voir avec, au sein des partis comme le MFA et autres, un parti dont le mouvement est favorable au régime en place et l'autre qui reste... Vous savez, je vous ai déjà donné la réponse. J'ai dit, un militant convaincu ne va pas se laisser entraîner dans ça. Et vous restez avec nous pour la seconde partie, M. Lia Ferdinand. Je rappelle que vous êtes le vice-président au niveau du FPI, chargé de la région d'Abidjan-Lagune. Vous êtes le tout nouveau porte-parole adjoint du parti. Vous restez avec nous pour la seconde partie et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous sommes toujours en compagnie de M. Lia Ferdinand, vice-président chargé de la région d'Abidjan-Lagune, porte-parole adjoint du Front populaire ivoirien, fraîchement nommé, qui est là ce soir pour répondre justement à ces propos du vice-président Diabaté Bèye, avant en tout cas qu'il ne soit démis de ses fonctions de vice-président. Il disait ainsi, nous réaffirmons notre appartenance au partenariat avec le RHDP et militons pour sa consolidation dans la perspective de la présidentielle de 2025 en vue de garantir la paix et la cohésion sociale. Nous demandons à tous les militants et militantes du Front populaire ivoirien de rester sourds à l'appel de Bonois qui ne concerne en aucune manière le FPI. Voici les propos donc de Diabaté Bèye, vice-président des membres du secrétariat général. Ici, sur ce plateau, Lia Ferdinand, nouvellement nommé porte-parole adjoint, vous dites, malgré cela, la maison FPI est solide et tient toujours. Oui, nous tenons. On a vu pire vent. Ce sont des souffles. Très bien. Élisée Boloube, question. Ensuite, que répondez-vous, M. Liayan, à ceux-là qui pensent que vous renoncez au partenariat, vous ne vous affirmez pas en signant la déclaration de Bonois parce que implicitement, vous attendez un appel de pied de M. Laurent Gbagbo pour répondre à l'appel de Bonois? Bon, quelqu'un s'assoit dans son salon. Il pense ce qu'il veut. Et vous voulez que moi je vienne sur un plateau de télé pour décortiquer ce que quelqu'un pense dans son salon? Ce qu'il dit, ça n'engage que lui. Mais parce cette personne est membre en vérité, FPI. Il ne voit pas notre démarche. Mais sur un champ de guerre, on ne montre pas sa stratégie aux adversaires. Nous sommes dans notre stratégie. Les gens veulent qu'on se déclare aujourd'hui. On ne le fera pas. Nous observons. Nous allons bien regarder. Monsieur Lia, est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui que... Vous voulez nous dire aujourd'hui que... Nous allons partir affronter 2025 que nous espérons gagner. Est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui qu'il n'y a pas une plateforme d'échange entre vous, c'est-à-dire entre le FPI à Finguessan, avec le PPACI de M. Laurent Gbagbo? Y a-t-il une plateforme qui existe, oui ou non? Non officielle, non officielle. À part la visite de Danon Djedje au domicile du président du Front populaire ivoirien, il n'y a aucune plateforme avec les hommes de Laurent Gbagbo. Quel était l'objet de cette visite, justement? Aucune. L'objet, c'était de venir nous donner l'information officielle de ce que le président Laurent Gbagbo a lancé un appel à Bonois. Point.
Très bien. Herman. Moi, ma question, généralement, les frondeurs dans ces genres de cas-là, ils sont généralement très implantés, impliqués dans leur région. Ils sont des poids lourds, mais généralement dans leur région. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'enveloppe vide, selon les termes du président Laurent Gbagbo, lorsqu'il annonçait la petitesse, entre guillemets, du Front populaire ivoirien version Afin Guessan, est-ce que cette enveloppe vide-là, on ne peut pas dire qu'elle s'est désormais déchirée? Non, Laurent Gbagbo n'avait pas les réalités du Front populaire ivoirien quand il disait ça. Pour lui, il pensait que Afi était toujours avec les mêmes camarades qu'il a laissés ici quand il partait en prison. Il n'avait pas pensé à nous jaunes, à nous autres. Mais comment vous pouvez dire qu'il n'avait pas la réalité du Front populaire? Oui, il n'avait pas la réalité. Très informé, il vient de se rendre compte que il faut compter avec le Front populaire ivoirien. Il faut compter avec Pascal Affi N'Guessan parce qu'on voit qu'avec lui, il y a des jeunes déterminés qui sont vraiment déterminés, qui veulent prendre le pouvoir. Donc, il est obligé aujourd'hui de faire volte-face. Moi, je vois son action comme un volte-face où il faut reconsidérer ce qu'on avait, les idées qu'on avait quand on quittait Bruxelles pour arriver en Côte d'Ivoire, qu'on n'a pas eu, on n'a pas pris le temps d'analyser. Il faut les reconsidérer parce qu'en vérité, ce n'est pas une enveloppe vide. On n'a peut-être pas gagné des élections en 2021. Mais vous avez mis un contenu? Mais nous avons du contenu. Donc selon vous, et le RHDP lui-même sait que le Front populaire ivoirien a du coffre. Même si elle n'est pas vide, elle est plus ou moins déchirée aujourd'hui, avec le départ. Non, elle ne peut pas être déchirée. Attendez, sur un secrétariat général qui compte en son sein plus de 700 personnes, où il y a 4 vice-présidents et 5 secrétaires généraux adjoints qui disent que nous, on veut aller au RHDP. Mais sur 700 personnes, si 900 vont, c'est vrai que c'est regrettable qu'un parti politique perde un militant. Très bien. Mais quand même, c'est insignifiant. Merci, Herman. Écoutons Marius, ensuite Daouda. C'est-à-dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan donc des militants du Front populaire ivoirien, le départ de ces cadres et non des moindres. Oh non, je ne vais pas traiter cela comme une goutte d'eau. Je dis que c'est regrettable qu'un parti politique perde un militant. Mais quand quelqu'un dit que vous ne ferez pas mon bonheur à ma place, le meilleur qu'on puisse faire pour lui, c'est de le laisser aller se chercher sous d'autres cieux. Et s'ils pensent que c'est au RHDP qu'ils vont trouver leur salut, ben nous leur disons bon vent. Sinon, s'ils sont des militants engagés, pour le moment ils sont sous sanction, ils doivent rester dans les rangs et poursuivre le combat pour lequel ils sont engagés en politique. Daouda Coulibaly, question. Monsieur Lia, en fait, finalement, je me demande, vous parlez des stratégies au niveau du FPI, au niveau de Pascal Affi N'Guessan. Est-ce que la stratégie de M. Pascal Affi N'Guessan n'est pas alambiquée? Je m'explique. On se rappelle tous de la rude bataille que M. Pascal Affi N'Guessan, qui s'est terminée à la justice, on a vu même de l'emprisonnement dedans. Finalement, quand il a gagné cette bataille juridique, il a essayé de draguer le PDCI de Henri Konan Bédié, paix à son âme. Mais M. Henri Konan Bédié a préféré le FPI version Laurent Gbagbo. Isolé encore, dans la même stratégie, M. Pascal Affi N'Guessan va se jeter dans les mains du RHDP. Finalement, il en ressort avec il est pratiquement déplumé et plumé, pardon, et avec des cadres, voilà, avec des cadres qui aujourd'hui ils dissensionnent dans son parti. On arrive à la question. Finalement, quelle est la stratégie? Est-ce que finalement, pour parler comme dans la politique ou comme on le dit à la FECI, est-ce que M. Pascal Affi N'Guessan n'a pas une démarche de crabe? Alors, M. Daouda, je vais vous rassurer. Vous savez, la politique n'est pas une ligne rectiligne. Vous devez le savoir. Et ce n'est pas une démarche de crabe que de chercher à gagner avec des alliés. Des alliés qui vous comprenez? Ce n'est pas une démarche de crabe que de chercher à gagner avec des alliés. Ce que nous avons fait en 2018, eh bien, ça a permis au PDCI de conserver beaucoup de postes de ses députés. En 2021, vous avez gagné quoi? Daouda, il faut qu'il réponde à la question. Laissez-le Monsieur Daouda, Monsieur Daouda, nous étions un parti fracturé. Nous étions dans la recomposition de notre parti politique. Nous avons perdu des cadres. Tant sont allés ailleurs, d'autres sont décédés, mais des cadres valeureux sont partis. Et pour la plupart, c'est ceux qui sont morts. Nous étions en train de recomposer notre parti. Et nous sommes toujours dans cette recomposition. Vous voyez, la misère, la pauvreté est un mal. Et tout le monde ne supporte pas d'être pauvre. Tout le monde ne supporte pas de souffrir. Vous dites fort, monsieur Lia. Tout le monde ne supporte pas de souffrir. À un moment, il y en a qui disent
on ne va plus. Vous savez, ceux qui ont fait le chemin pour arriver à Canaan, c'est ceux qui ont été les plus courageux. C'est ceux qui ont cru jusqu'au bout. Insidieusement, vous êtes en train de dire, parce que comme vous aimez véritablement citer la Bible... Oui, je cite la Bible parce qu'elle est la meilleure référence. Insidieusement, vous êtes en train de dire que certains de vos camarades ont été achetés? Je ne dis pas que quelqu'un a été acheté, Qu'ils avaient faim, c'est ça? Qu'il est difficile de supporter la souffrance. Très bien. Donc ils avaient faim. C'est vous qui le dites. On comprend bien, monsieur Lia, Daouda, on comprend bien que là, le jugement est clair et précis. Hein, ils avaient faim. Que ceux qui sont partis pour des raisons que vous avez tentées, voilà, qui leur sont propres. On va s'en tenir à cela. Pour le confort digestif. S'il vous plaît, Mais vous le voyez bien, ils le disent dans la déclaration. Oui, on va insister pour que on consolide le... Or, le RHDP, par la voix de son président et directoire, dit qu'on n'a pas besoin du FPI pour gagner. Quand on a dit ça de ton parti politique, il y a un sursaut d'orgueil qui doit se faire. Et on termine notre interview sur ça. Quand les militants se comportent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pour des intérêts personnels. Vous n'avez plus la parole, Daouda. Il y a une petite expression qui... Oui, mais on a terminé. Allez-y rapidement. Alors, l'appel de M. Diabaté dit ceci. Nous notons également que le partenariat a permis, avec le RHDP, s'entend, à de nombreux cadres du parti de se repositionner dans les régions et communes du pays, en dehors du Moronou. Ses vice-présidents et adjoints au maire font la fierté du pays. À l'évidence, ils avaient faim. Ça, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Non, excusez-moi, messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît. C'est votre point de vue. Merci beaucoup, monsieur Lia Ferdinand, d'être venu. Je rappelle que vous êtes le vice-président chargé de la région d'Abidjan-Lagune. Vous êtes porte-parole adjoint du parti. Merci d'être venu donner le mot du FPI sur la situation actuelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se fera un plaisir donc de recevoir également l'autre parti. Donc voilà, ceux qui ont fait, je ne veux pas dire les fondeurs, Herman, ceux qui ont fait donc cette communication, nous serons très heureux de les avoir afin de connaître leurs intentions et surtout leurs projets à venir. Nous allons maintenant parler santé, messieurs. Parlons de la journée mondiale des pharmaciens qui est prévue le 25 septembre 2025. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons le docteur Raymond Bleu-Lenné, pharmacien, directeur de Socopharm. Il n'est pas nouveau sur notre plateau. Il vient très souvent pour parler donc de pharmacie de santé. Merci d'être avec nous, docteur. Merci de me recevoir. Alors, des pharmaciens qui répondent aux besoins de santé mondiaux. C'est la thématique de la journée mondiale. C'est important pour vous, en tant que pharmacien, d'être arrimé à une journée mondiale qui vous permet de réfléchir sur vos différentes problématiques? Oui. Alors, en fait, cette journée mondiale a été décidée par la Fédération internationale pharmaceutique depuis 2010. Cette fondation regroupe plus de 4 millions de pharmaciens et de personnels pharmaceutiques à travers le monde. Et il s'est avéré important de pouvoir célébrer des personnes qui ont dédicacé leur vie à servir leur population. Donc, effectivement, cela est important pour nous, en tant que pharmaciens, de pouvoir célébrer nos consoeurs et nos confrères. Élisée? Oui, je vois la thématique, c'est des pharmaciens qui répondent aux besoins de santé mondiaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée de ces besoins de santé-là, si on veut aller de l'observation, en tout cas en Côte d'Ivoire, et puis un peu en dehors, éventuellement? Quels sont ces besoins-là les plus criants, en tout cas aujourd'hui? Alors, besoins de santé au niveau mondial. En Côte d'Ivoire, on sait tous que les pharmaciens sont généralement les pharmaciens d'officine, sont les premiers contacts de la population qui ont des besoins de santé, d'abord pour aller mieux avant de pouvoir aller chez le médecin. Il y a aussi tout simplement des actions de sensibilisation par rapport aux maladies métaboliques ou encore, il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à la Covid. Donc il y avait un grand besoin par rapport à la Covid et l'État de Côte d'Ivoire est passé par le réseau des 1200 pharmacies environ en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour pouvoir distribuer des masques gratuitement. C'est suffisant, 1200 pharmacies pour toute la Côte d'Ivoire? Ce n'est jamais assez suffisant. Vous savez, c'est une profession qui est très réglementée. Donc, il faut prendre des critères de population, de viabilité pour pouvoir permettre à avoir plus d'officines. Il y a des zones qui en ont besoin. Et je pense que les institutions de la profession y travaillent avec le ministère pour pouvoir avoir, bien sûr, plus de pharmacies présentes sur le territoire ivoirien. Herman? Bon, moi, j'ai une question. La première question, c'est... Enfin, il y a deux questions. C'est la question de la place de la pharmacopée.
je voudrais, aujourd'hui, on voit quand même à certains endroits une bonne animation sur les recettes médicinales propres à nous. À quand des officines de pharmaciens en Côte d'Ivoire exclusivement consacrées à la médecine traditionnelle, parce que comme on en voit souvent au Ghana et autres, voilà, et avec une collaboration avec les pharmaciens qui travaillent dans des laboratoires qui travaillent sur justement ces essences-là. Alors, votre question est toute simple. Un médicament est de deux origines, végétale, et donc phytothérapie, ou chimique. Oui. Cela me donne l'occasion de dire que, justement, une fois par an, les pharmaciens se regroupent et lors des journées nationales de l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, la prochaine aura lieu dans moins de 10 jours, le 3 et 4 octobre, à San Pedro. Et le thème est justement la phytothérapie et les médicaments à base de plantes. Ah, donc ce serait très intéressant de vous informer. Il y aura plein de débats sur justement et de conférences sur l'apport de la phytothérapie dans la santé en Côte d'Ivoire. Très bien. Merci. Marius Komoué. Alors, je me voudrais, monsieur le directeur, d'être en face de vous et ne pas vraiment, au nom des téléspectateurs et des téléspectatrices, vous poser cette préoccupation. À savoir, comment se fait-il que dans une pharmacie, eh bien, une pharmacie soit de garde, ait l'assurance d'être de garde, soit affichée comme étant de garde, et puis dans l'officine de la pharmacie, eh bien, cette dernière manque du minimum de médicaments, obligeant les patients et autres usagers à parcourir des kilomètres pour aller dans d'autres communes, dans d'autres quartiers, chercher donc et peut-être à des heures même un peu à des heures impossibles, c'est très dangereux, et ça, nous le vivons régulièrement. Et je voudrais vraiment que vous nous expliquiez. C'est vrai, vous n'êtes pas l'ordre des pharmacies, mais il n'en demeure pas moins que vous avez peut-être une idée là-dessus. Très bien, il va répondre à la question. Alors, tout à fait. Alors, c'est vrai, plus sérieusement, que c'est quand même assez dommage que ce genre de cas arrive, mais n'ayant pas connaissance de ce qui s'est passé, vous savez, il y a plus de 20 000 à 30 000 références en termes de médicaments. Le fait d'avoir une pharmacie de garde est notre devoir de pharmacien de pouvoir justement permettre à la population de pouvoir se soigner à toute heure. Parce qu'on ne choisit pas à quelle heure on est malade. Donc ça, c'est un fait. Généralement, c'est très bien organisé par commune. Donc dans chaque commune, il y a un minimum de plusieurs pharmacies. Sauf des communes comme le Plateau qui sont très petites ou des villes où il n'y a qu'une pharmacie. Ensuite, il s'avère qu'une pharmacie est quand même un établissement qui demande des moyens pour pouvoir assurer la pérennité du commerce et donc ainsi de suite. Donc je puis penser qu'il s'avère que ces pharmacies-là, à ce moment-là, ont peut-être des raisons pour ne pas, je ne vais pas dire des raisons, je dirais en quelque chose qui les a empêchés d'avoir le médicament voulu, renouveler le stock. Mais toutefois, il y a forcément à côté une autre pharmacie et vous pourrez me dire oui, mais ça embêterait le patient de pouvoir se déplacer. On y travaille. Toutes les pharmacies, lors des gardes, renforcent leur stock. Mais il s'avère que malheureusement, il y a de plus en plus de ruptures. Et ça, ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Il y a 2 mois, j'étais en France avec un ami pharmacien français. La même situation se pose. Quand je l'écoutais, je pensais que c'était un pharmacien d'Abidjan. Les mêmes situations, les ruptures, le problème de personnel. Donc vous voyez, on y travaille d'arrache-pied et justement pour pouvoir répondre aux besoins de santé mondiaux. Très bien. Daouda? Moi, j'ai un problème avec les pharmacies en Côte d'Ivoire. Lequel, Daouda? Parce que je n'ai pas suivi, justement. Voilà. J'ai un gros problème avec les pharmacies. Allons-y, on vous écoute. Parce que les pharmacies en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme dans Gomorrah. Vous connaissez Gomorrah? Qu'est-ce que c'est que Gomorrah? C'est la mafia au niveau de l'Italie. Daouda, c'est trop fort, ça. C'est un terme trop fort que je ne peux pas me permettre de le dire. Non, mais bon, je vais vous expliquer un peu. Enlevez un terme moins fort quand même. Ok. Allez-y. En tout cas, il y a une gestion un peu opaque. C'est mieux, non? Opaque, c'est selon vous, parce qu'effectivement... Mais je vais vous expliquer, si vous expliquez, vous allez mieux comprendre. Je suis sous un traitement dont je ne dirai pas le nom à l'antenne. Vous l'avez dit la fois dernière. Non, ce n'est pas le même traitement. Ça, c'est un autre traitement. J'ai toujours des nouveaux traitements. Donc, et ce traitement, d'une pharmacie à une autre pharmacie, le prix il change carrément. Le même médicament? Le même médicament, je l'achète. Dans quelle proportion? C'est cela. Il y a au moins une différence de 2000, 2500. Waouh! Oui, je te parle. Alors, je peux vous répondre très rapidement. Allez-y. Parce que d'abord, il faut savoir déjà que ce n'est pas les pharmaciens qui fixent le prix d'un médicament. En Côte d'Ivoire, c'est homologué. Donc, ça répond à des critères, ça ne dépend pas des pharmacies. Maintenant, on vient de parler de rupture. On a 2 choix. Il y a beaucoup de ruptures parce qu'on n'arrive pas à avoir les médicaments par nos grossistes locaux. La pharmacie a 2 choix. Ou elle vous laisse sans votre médicament et vous allez souffrir, ou elle est obligée de prendre ce qu'on appelle une autorisation temporaire de commande
via la France qui engendre plus de coûts. Plus de coûts. Et qui donc engendre des coûts supérieurs de 2000 francs. Donc, Daouda, je vous pose la question simple. Est-ce qu'on commande en France ou ailleurs pour avoir votre médicament ou on vous laisse souffrir? Monsieur le directeur, mon traitement, je le prends une fois chaque mois. Oui. Je suis allé à la pharmacie au niveau de Angry Château. Oui. J'ai eu le médicament autour de 28 000 et poussières. Wow. Et ensuite? Après le mois, je vais dire le nom de la pharmacie des finances. Tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je vais à la pharmacie des S'il vous finances. plaît. C'est une pharmacie de S'il vous plaît. référence quand même. C'est une pharmacie de Je vais à la c'est pas la pharmacie faute de des la finances. pharmacie. Oui, Boulevard Clausel. oui. Le même médicament me coûte 30 000 francs et poussière. Et il a Et comme je expliqué. vous expliqué, Et je me dis, la pharmacie le des médicament est finances, là. la pharmacie Il des a finances, parce que expliqué. je le connais, essaie vraiment tant mais que mal de pouvoir fournir les médicaments à tous ses patients. Je vous le demande encore une fois, Monsieur Daouda, est-ce que pharmacie des finances ne va pas commander le médicament? Parce que vous êtes parti à Angers, peut-être que vous êtes parti ailleurs, vous n'avez pas trouvé. Et grâce à la pharmacie qui a travaillé pour pouvoir permettre de commander hors de Côte d'Ivoire, parce que c'est une rupture. Sinon, nous tous, on veut que le médicament soit commandé. Et ça engendre des On coûts. Oui, ce n'est pas nous qui fixons les prix. Très bien. Donc, voilà. Donc, Ça il me faut trouver permet des solutions. Ça me permet On justement essaye. de réagir, justement, parce que c'est une grande problématique pour aider la poche des Ivoiriens. Si vous avez le même médicament dans plusieurs sites à différents prix, quelle serait votre possibilité en tant que, je ne dirais pas hors des pharmaciens, mais en tant que sachant du domaine, comment faire pour qu'on puisse avoir ces médicaments-là partout au même coût? Qu'est-ce que cela impliquerait? Et c'est en cela que je veux quand même ramener à la Journée mondiale des pharmaciens pour permettre à toute la population de connaître les différents métiers de la pharmacie. C'est cela. En Côte d'Ivoire, il y a 4 grossistes privés qui livrent des médicaments aux officines privées. 4 grossistes 4 privés. grossistes privés. Et ces grossistes travaillent d'arrache-pied pour permettre que le prix du médicament à Abidjan Plateau, Abidjan Djamé, soit le pareil. même qu'à Korogo, à Manche-et-Moi et ailleurs. C'est ça. Sans ajouter un franc en plus. Moi, je Sans supporte ajouter 2000 un franc en actuellement. plus. Donc, ça, encore une fois, c'est pour pouvoir avoir les médicaments qu'on puisse importer. On peut discuter pour dire qu'il faut favoriser la production, ça peut aider. C'est Si on clair. a plus de médicaments produits en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas besoin d'importer. Ça, Comme les certains sachants- pays le font. Oui, les sachants, pays ils voisins. travaillent. Je pense que c'est une priorité du gouvernement Oui. à pouvoir avoir plus d'industrie pharmaceutique Oui. et aussi, et justement, à savoir, à éduquer, à sensibiliser la population. Je vous le dis, c'est contre nous quand le prix est plus cher. Croyez-nous, le personnel de pharmacie, les pharmaciens en souffrent parce que c'est eux qui sont indexés par M. La Daouda preuve, et je les vous amis de indexe. Daouda. La preuve, Très bien. Écoutons Élisée qui a une Tout à l'heure, vous question. parliez On de termine. distinguer Voilà. vos pairs des personnalités au niveau de la pharmacie, ceux-là qui ont œuvré en tout cas à permettre que l'industrie s'installe de façon durable en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut savoir exactement qu'est-ce qui a motivé ça et puis c'est quoi l'objectif in fine en fait? Alors, je vais reformuler votre question pour voir si j'ai bien compris. Si. Votre demande, c'est de savoir qu'est-ce qui a favorisé des pharmaciens qui sont allés dans l'industrie pharmaceutique et qu'est-ce qui fait qu'une industrie peut se développer. Non, vous c'est aviez, pas ça la vous aviez question, il va bien parlé expliquer. de célébrer des pharmaciens. Oui, C'est la cela, journée oui. mondiale. Voilà, la journée mondiale. Oui. Donc, c'est ce que je demandais. Je dis, qu'est-ce qui a motivé le fait de vouloir les célébrer? Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils représentent dans la sphère en réalité? C'est-à-dire le fait d'âme qui fait qu'on puisse les célébrer. Les pharmaciens sont, je pense qu'on connaît tous, parmi vous connaissez un pharmacien, sont des acteurs de santé publique. Donc on les célèbre parce que justement, il y a différents métiers et souvent, on s'arrête aux pharmaciens d'officine en pensant que ce sont les seuls pharmaciens. Alors qu'il y a ceux des grossistes qui donc justement sont de la logistique pour pouvoir permettre d'avoir le médicament au même prix. Et il y a aussi ceux de l'industrie pharmaceutique qui produisent des médicaments, mais il y a aussi des enseignants qui eux aussi forment des pharmaciens. Et donc il y a différents mondes. Et donc il faut pouvoir célébrer, susciter des vocations et reconnaître quand même quand M. Daouda, je suis sûr quand même que vous avez des amis pharmaciens qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu et qui ont pu déceler votre maladie. Je suis sûr qu'il dira non. Sûrement que ce sera vous. Je n'ai pas encore eu. Très bien. Je prends bien. Très bien. Alors, au total, pour que les Ivoiriens puissent se soigner facilement et à moindre coût, comment comptez-vous, vous avez parlé donc de la pharmacopée africaine, la phytothérapie, comment vous comptez développer ça concrètement? Parce que au Burkina, à côté, au Ghana, au Nigeria, mais c'est accessible, l'industrie locale est très développée, les citoyens arrivent à se soigner facilement. Qu'est-ce qui va être fait ici en Côte d'Ivoire? Alors, je ne peux pas avoir la prétention de pouvoir dire ce qui va être fait, puisque je ne suis seulement qu'un pharmacien d'une entreprise. Ce que je sais de connaissance, c'est que c'est très bien organisé. Donc, vous savez, ceux qui ont des plans de la phytothérapie
doivent être justement gérés et organisés pour pouvoir savoir que dans une plante, il y a des principes actifs, ça veut dire des actions qui marchent, qui aident, et il y a aussi d'autres qui ne sont pas bien pour la santé. Et donc, ainsi, il faut pouvoir organiser cela et permettre à tout ce monde-là d'être organisé tout simplement, et surtout pour la santé de la population. Absolument. Parce que sinon, ce serait quand même dommage, et je pense que des amis de Daouda vont se plaindre qu'on n'a pas pu justement permettre de protéger la population. Donc, on y travaille à fond, on est en concomitance dans ce domaine. Très bien. Alors, rapidement, en tout cas, merci d'être venu. J'aimerais quand même dire juste, il y a quand même un don de sang. La Journée mondiale des pharmaciens, on a des activités de formation, comme par exemple un health talk le mercredi 25 pour les pharmaciens par rapport à la directive. Mais il y a aussi des dons de sang. Et depuis, avec l'Ordre des pharmaciens, par sa commission Écoute et Entraide, par l'ONG Éducation ODD, pour donner du sang. Donc on invite tout le monde le 28 septembre à venir donner du sang, parce que c'est important. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Merci les amis. On se retrouve demain. Portez-vous bien.